calculer. Je crois que c'était C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x plus j'avais MO sur P plus M1 moins M0 sur L facteur de x. Je crois qu'on avait une équation comme ça. Alors, après avoir trouvé ça, vous allez voir que nous allons essayer de transformer cette équation par rapport à notre cas. Par rapport à notre cas, nous allons transformer cette équation et vous allez voir que M1 égale à 0. Du fait que M1 égale à 0, donc vous voyez M1 est nul, MO existe, alors nous allons faire, ici nous avons aussi P, MO existe est égal à 0, vous allez voir que cette équation sera C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x plus ceci tombe, c'est égal à 0. Il me reste MO sur P, donc je peux prendre 1 sur P en évidence. 1 sur P en évidence, je mets 1 ici. Je mets 1, ou soit je l'ai fait directement pour ne pas compliquer les autres. Sur P plus ceci tombe. Il me reste moins MO x sur PL. Sur PL. Alors, après avoir trouvé ça, je vais mettre MO en évidence, MO sur P en évidence. Donc, j'aurai Y égale à C1 cosinus bêta x plus C2 sinus bêta x plus MO sur P. Ici, j'aurai 1 moins x sur L. Et là, nous avons l'équation, la solution générale de l'équation de second degré qui répond à ces cas ici. Maintenant, il nous faut calculer C1 et C2. Comment est-ce que nous allons calculer C1? Comment est-ce que nous allons calculer C2? Mais seulement, je peux venir comme dans les équations. J'ai aussi d de y sur d de x égale à 0. Je peux déterminer d de y sur 2 de x. Je calcule la dérivée de y par rapport à x. Donc cette dérivée sera, on dérive toujours de la même manière, on aura moins C1, je crois que vous comprenez déjà très bien, bêta sinus bêta x plus C2 sinus bêta. C'est C2 bêta sinus bêta x, ça sera cosinus. La dérivée sera cosinus bêta x plus la dérivée, je l'ai fait à partir d'ici. La dérivée de MO, il n'y a pas x ici. Là, c'est automatiquement, ça tombe. Et je reste avec moins, j'aurai moins MO sur PL. Donc, x tombe dans la dérivation. Donc, il me reste MO sur PL. Donc, c'est quelque chose comme ça. MO sur PL. Et s'il faut aller encore plus loin, parce qu'il faut calculer, le coefficient, bien sûr, il faut calculer les coefficients. Nous allons partir maintenant en posant le x égale à 0, y égale à 0, et nous allons essayer de déterminer les coefficients C1 et C2. On y va avec x égale à 0. Donc si x égale à 0, y égale à 0. X égale à 0, y égale à 0. Nous avons l'équation de y qui est ici, par exemple. X égale à 0, y égale à 0. Je peux prendre cette équation de y. Je prends l'équation de y, donc je peux utiliser cette équation, ou soit cette équation, il n'y a pas de problème. Donc je prends là, 0 égale à C1 cosinus bêta x égale à 0 plus C2 sinus bêta x égale à 0 plus MO sur P moins
MO sur PL, facteur de X0. 0 ici tombe, ici ceci tombe, les sinus aussi tombent, il me reste C, ainsi de suite. Et là, je me dis C1. Cosinus bêta fois 0. Bêta fois 0, c'est 0. Cosinus de 0, c'est 1. Donc, j'aurai C1 seulement. Donc, C1, là, ça tombe, plus MO sur P égale à 0. Et je veux déterminer la valeur de C1. C1 égale à moins MO sur P. Là, c'est la valeur de C1. Connaissant C1, je peux aller aussi avec la condition C2, X égale, avec la condition X égale à 0. Si X égale à 0, DDY égale à DDY sur DDX égale à 0. Et je peux déterminer encore C2. Et nous prenons la deuxième condition, c'est que si X égale à 0, DDY sur DX égale à 0. Et cette condition nous permet de déterminer C2. Permet de déterminer C2. Donc nous sommes là, je connais déjà C1 et C2 je ne connais pas. Donc je veux trouver C1 moins C1 bêta sinus bêta fois 0 plus, je suis là, plus C2 bêta cosinus bêta fois 0 moins MO sur PL égale à 0. Alors, les sinus ici tombent. Sinus de 0 égale à 0, ceci tombe. Je reste avec C2 cosinus, ici c'est 1. Ça tombe aussi. Là, c'est 1, je reste avec C2 bêta. Alors, ici, j'aurai C2 multiplié par bêta sera égal à MO sur PL. Ce qui fait que C2 égale à MO sur bêta PL. Là, nous trouvons C2. Alors, connaissant C1 et C2, nous pouvons le remplacer dans les deux équations des Y et DDY sur DDX. Et on peut trouver leurs équations appropriées sans problème. Alors, connaissant ces deux valeurs, regardez, je peux mettre maintenant la valeur de Y. La valeur de Y sera égale, je vais prendre juste la même valeur de Y, c'est ici. Y sera égal à C1. C1 c'est moins P1 moins MO sur P. Là c'est la valeur de C1. C1 cosinus bêta X plus C2 sinus bêta X plus MO sur P facteur de 1 moins X sur L. Là c'est l'équation de la déformée. Et aussi DDY sur 2DX égale moins C1 moins C1 moins C1, nous avons moins MO sur P. Ok. Bêta sinus bêta X plus C2. C2, nous avons trouvé MO sur bêta PL. Voilà. Et puis bêta cosinus bêta X moins MO sur PL. Et alors, je peux partir. Je me dis DDY sur 2DX égale moins. Donc, je trouve MO bêta sur P sinus bêta X plus le bêta ici peut tomber. Je reste avec MO sur PL. MO sur PL. MO sur PL cosinus bêta X moins MO sur
PL. Et là, nous avons, ici, nous avons Y. Là, nous avons DDY sur DDX. Et nous allons prendre la troisième condition. C'est cette condition ici. Si X égale à L, parce que nous avons commencé par si X égale à 0, si X égale à 0, Y est égal à 0. C'était la première condition. La deuxième, si X égale à 0, DDY sur DDX égale à 0. Et la troisième maintenant, je vais prendre X égale, là je viens ici, X égale à L, Y égale à 0. C'est la troisième. Donc, X, je me dis si X égale à 0 à L, Y égale à 0. Avec cette condition, je peux encore évoluer. Je me dis si X égale à 0, à L, Y égale à 0. Automatiquement, je suis là. Je me dis Y c'est 0 égale à moins MO sur P. Je suis au-dessus dans l'équation de Y. Je suis en train de remplacer. Et puis cosinus bêta X plus C2. C2 c'est M. O sur bêta PL. Et ça c'est 2. Même dans cette équation ici, vous pouvez remplacer directement par sa valeur MO sur bêta PL. Vous pouvez écrire aussi comme ça. C2 sinus. Nous avons C2 sinus bêta. Sinus bêta L. Nous sommes là. Plus MO sur P. 1 moins X égale à L sur L. 1 L sur L, X sur L. Alors ici j'aurai 1, L sur L c'est 1, 1 moins 1 c'est 0 et ceci peut tomber. Alors si cela tombe, je peux revenir encore, je passe. Ceci passe de l'autre côté, dans l'autre membre, j'aurai MO sur P, cosinus bêta L, d'ailleurs ici X égale à L, cosinus bêta L sera égal à MO sur bêta PL sinus bêta L. Donc c'est de cette manière nous allons nous retrouver avec ces éléments là. Alors je peux tirer maintenant le cosinus bêta L, mais sinon MO ça peut partir, P aussi, et P ça peut partir. Ça peut partir et je me dis le bêta L ici, bêta L qui reste ici, donc je peux évoluer ici. Je me dis cosinus bêta L égale à sinus bêta L sur bêta L. Le bêta L, règle de 3 simple, bêta L passe de l'autre côté, donc j'aurai bêta L égale à sinus bêta L sur cosinus bêta L. Alors ceci, vous allez comprendre que ceci donne la tangente. Sinus bêta L sur cosinus bêta L me donne la tangente bêta L. Et ici, j'aurai la tangente bêta L égale à bêta L. Comprenez que nous sommes devant une équation que nous devrons résoudre. La tangente de quel angle me donne le même angle? Voilà, c'est arc et tangente bêta L. La tangente bêta L doit être égale à bêta L. Mais je crois que c'est une équation qu'on doit résoudre bien sûr. Mais attention, il faut très bien le faire. Et pour le faire, je vais posons bêta L égale à epsilon par exemple. Égale à epsilon. Ce qui fait que la tangente epsilon égale à
epsilon. Tangente epsilon égale à epsilon. Alors, comment est-ce que je vais faire? Je vais, pour résoudre ceci, je vais introduire un élément à l'intérieur. Je vais introduire un élément à l'intérieur et cet élément que j'introduis va essayer de décanter le problème. Alors, quel est l'élément que j'introduis à l'intérieur? C'est la résolution, bien sûr, des équations pareilles. Je vais introduire un élément que j'appelle pi. Donc, je me dis le pi que je vais introduire, faisons ceci. Je vais introduire pi et je vais introduire pi. Voilà. Je vais introduire pi à l'intérieur comme ça. La condition maintenant pour ceci est que les pi ici, ça peut être, je peux prendre ceci en radian. Je peux prendre ceci en radian, il n'y a pas de problème. Donc pi en radian, c'est 3,14. C'est 3,14. Alors, je peux aller avec cette manière de faire et cela doit me décompter mon problème. Alors, avec une équation comme ça, je crois, la résolution de l'équation doit se faire par approximation successive. Hein? Si vous le faites par approximation successive, je crois vous allez très bien comprendre, vous allez comprendre que ça ne sera pas du tout difficile. Alors, comment est-ce que je vais le faire par approximation successive? C'est un tableau que je l'ai fait déjà. Hein, je vais vous aider. Hein, comment le faire? Je vais tracer un tableau. Je vais tracer un tableau. Dans ce tableau ici, je mets la valeur d'epsilon. Là, c'est la valeur d'epsilon. Et là, après l'epsilon, nous avons la tangente epsilon pi. Après la tangente epsilon pi, nous avons epsilon pi, parce que nous avons tangente epsilon pi et nous avons aussi epsilon pi. Voilà. Et je peux aller comme ça. Je fais aussi pour séparer, bien sûr. Je vais séparer ceci. Comment est-ce que je vais résoudre cet élément, cette équation? La résolution est plus simple. Regardez comment je l'ai fait. Je vais procéder de cette manière. Je vais donner à epsilon une valeur. Lorsque je donne à epsilon une valeur, je calcule tangente epsilon pi, je mets la valeur ici. Je calcule epsilon pi, je mets la valeur là-bas. Jusqu'au point où je vais voir que les deux valeurs ici seront le même. Et là, ça sera la résolution de notre équation. Là, c'est par approximation successive. Alors, je commence. Si epsilon égale à 1. Si epsilon égale à 1, epsilon égale à 1, j'aurai tangente pi. Si epsilon égale à 1, j'aurai tangente pi. Or, le pi là, c'est 180 degrés. Pi, c'est 180 degrés. Alors, si vous faites la tangente de 180 degrés, vous allez trouver 0. Avec vos calculettes, vous allez trouver 0. En degrés, pi, c'est 180 degrés. En radian, c'est 3,14. Alors, avec l'epsilon égal à 1, là, j'aurai pi tout simplement. Donc, j'aurai 3,14. Vous allez remarquer que ici, j'ai 0. Là, j'ai 3,14. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas la même valeur. Et l'équation ne peut pas être résolue pour la valeur d'epsilon égale à 1. Je vais passer à une autre valeur. Une autre valeur, c'est 1,2. Epsilon égale à 1,2. Si vous prenez epsilon égale à 1,2 et vous mettez votre epsilon dans l'équation de la tangente avec votre calculette 1,2, vous pouvez prendre le pi en radian tout comme le pi en degrés. Après la tangente ici, il n'y a pas de problème. Alors 1,2 multiplié par pi, les tout tangentes, calculez avec votre machine, vous allez trouver 0,2.
0,325. 0,325. En remplaçant aussi 1 virgule de la valeur d'epsilon, là, 1,2 fois 3,14, nous allons trouver 3,768. Voilà. Je trouve que je suis toujours de loin. Je suis vraiment très loin par rapport au résultat des deux valeurs. Je descends encore. Je prends 1,3. 1,3. Si je prends 1,3, je fais la même chose. Je remplace par epsilon. Epsilon 1,3 multiplié par pi, les tout tangentes. Avec 1,3, je vais trouver 1,376. 1,376. Je prends 1,3 multiplié par pi, et là, multiplié par 3,14, et là, je trouve 4,084. 4,084. C'est pas toujours la même valeur. Mais ici, ça monte quand même. C'est pas toujours la même valeur. Je passe, je vais prendre 1,4. Je fais la même chose. Epsilon multiplié par pi, et tout tangente. Et là, je vais trouver 3,078. 3,078. Et epsilon multiplié par pi, je trouve 4,398. Voilà. Je peux passer encore, je vais quand même, ça s'approche. 3 et 4 à peu près. Je prends 1,5. 1,5. Je prends 1,5 pi de toute tangente. Cela me donne 6,314. Ici, 1,5 multiplié par pi, je trouve 4,555. Et je vois que là, ça monte. Là, ça monte. Là, ça reste. Donc, je suis en train de voir maintenant que la résolution, la valeur d'epsilon est entre cette valeur et l'autre valeur. 1,4 et 1,5. Donc, je ne peux pas aller au-delà de 1,5. Je vais retourner un peu en arrière. Là, c'est 1,45 plutôt. Cette valeur, c'est 1,45. Voilà. Donc, je trouve que la valeur d'epsilon est entre 1,4 et 1,45. Or, entre 1,4 et 1,45, nous avons 1,41, 1,42, 1,43, 1,44. Voilà. Alors, nous allons essayer d'évoluer. Nous allons évoluer. Je vais créer encore un autre tableau ici. Je vais créer là-bas. Là, c'est la valeur d'epsilon. Nous avons la valeur de la tangente epsilon pi. Nous avons la valeur d'epsilon pi. Voilà. Et ceci. Je reviens avec 1,44. Si je prends 1,44 comme valeur d'epsilon, et là, je prends epsilon, je mets epsilon là-bas, multiplié par pi, et ici, ça me donne 5,242. Et là, je trouve 4,523. Là, ça descend quand même. Ça descend un tout petit peu. Et là, à partir de là, je prends encore, je descends encore 1,43. 1,43 avec le 1,43 en remplaçant, je trouve 4,47,3 et ici je trouve 4,49,2. Je descends encore, je vois que c'est à peu près 4,4. S'il faut même arrondir, je trouverai 4,5. Alors, je passe quand même. Je vais essayer de minimiser un tout petit peu. Je prends 1 virgule pour aller à 3 rangs après virgule. 1,429. Je descends un tout petit peu. Et là, je trouve 4,409. Et de l'autre côté, je trouve 4,489.
Et l'autre, je prends encore 1,431. Je remonte un tout petit peu. Je trouve 4,541 et 4,496. Donc, je suis en train de voir que ici, là c'est 9, 4,5, 4,4, 4,40, 4,48, 4,47, 4,4. Donc, je trouve que je suis à peu près là. Donc, je suis à peu près là. C'est cette valeur d'epsilon qui peut satisfaire, bien sûr, à 2 rangs après virgule. Ça peut satisfaire mon équation. Donc, je peux donner automatiquement, je peux adopter directement. Ici, je me dis, on adopte la valeur d'epsilon qui est égale à 1,43. Donc, j'adopte la valeur d'epsilon qui est égale à 1,43. Alors, s'il faut adopter la valeur d'epsilon 1,43, et cela veut dire tout simplement que en prenant epsilon bêta, comme on avait posé, epsilon bêta, epsilon était égal à bêta L. C'était ça l'epsilon. Était égal à bêta L. Epsilon bêta L, et ceci m'a donné 1,43 comme valeur d'epsilon. Or, les bêta en question, avec bêta qui était égal à la racine carrée de P sur EI. Alors, je peux revenir ici, racine carrée de P sur EI multiplié par L égale à 1,43 pi. Donc, comme ici on avait epsilon pi. Donc, vous pouvez faire ceci, epsilon pi et pi là-bas. C'est quelque chose comme ça. Epsilon pi, pour garder quoi en fait? L'égalité. Donc, bêta L sera égal à epsilon. Alors, s'il faut le faire comme ça, nous allons partir avec bêta L qui est égal à pi, parce que regardez l'équation qu'on avait fait, l'équation qu'on avait posée, parce qu'il faut très bien comprendre là, l'équation qu'on avait posée c'était la tangente epsilon égale à epsilon. Donc si je mets pi là-bas, cette valeur ici ne pourrait pas changer. Donc ça reste toujours epsilon. Il me reste toujours epsilon qui sera égal à epsilon pi. C'est la même chose. Parce que le pi devant tangente ne fait rien. Parce que pi c'est 180 degrés. Donc si vous faites avec tangente ici, sinus de pi c'est toujours 0. Donc quelle que soit la valeur de pi que tu vas donner, pi d'ailleurs c'est 180 degrés ou 3,14 radians, ceci sera toujours 0. Donc vous allez voir que epsilon pi égale à sinus epsilon. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, du fait que c'est la même chose, regardez maintenant ce que je vais faire. Pour ne pas compliquer certains de nos amis, regardez ce que je veux faire. Je vais le faire à partir du dessus. Je vais le faire à partir du dessus. Ici, on a adopté epsilon qui était égal à 1,43. Mais on revient maintenant à la relation. La tangente epsilon pi, cette tangente epsilon pi était égale à epsilon pi. C'est comme ça. Or, la même tangente epsilon pi, avec le pi qui est à l'intérieur ici, donc ça sera aussi la même chose. Ceci, c'est égal à la tangente epsilon qui est égale à epsilon pi. Ça sera la même chose. Ça sera la même chose. Alors, connaissant maintenant que la valeur d'epsilon, epsilon était égal à bêta L, alors on aura
cet epsilon ici, qui doit être égal à bêta L. Alors ici, epsilon sera égal à bêta L. Alors ici, on s'est dit, ce qui implique que la tangente bêta L était égale à bêta L. Et bêta L ici, qui est devenu epsilon pi. Voilà. C'est comme ça. L'équation était comme ça. Dès le départ, l'équation était comme ça qu'il fallait résoudre. Et on a résolu, on a trouvé epsilon pi avec la valeur d'epsilon 1.44. Alors, connaissant ceci, je reviens ici, j'aurai bêta L multiplié par bêta L égale à epsilon pi. Epsilon c'est 1,43 pi. Ce qui implique que je peux tirer non, je ne tire pas, mais je remplace bêta par sa valeur. P sur EI multiplié par L égale à 1.43 pi. Je vais élever ceci au carré. Donc j'aurai P sur EI multiplié par L carré égale à 1.43 au carré pi carré. Ce qui fait que P sur EI égale à 1,43 au carré pi carré EI sur L carré. Or, la valeur, la plus petite valeur qui a annulé cette équation, c'est la valeur même qui doit nous induire à la charge critique P. Alors, cette charge P, c'est la charge critique qui sera égale à... Non, le EI est déjà de l'autre côté. EI est de l'autre côté, donc je trouve 1,43 au carré pi carré EI sur L carré. Alors, du fait qu'avec notre principe de la charge critique, au numérateur, on doit rester avec pi carré EI. Il doit nous rester pi carré EI. Alors, j'aurai pi carré EI sur L carré divisé par 1.43 au carré. Si vous faites 1,43 au carré, 1,43 au carré, on peut calculer ceci. Donc FC sera égal à pi carré EI sur L carré divisé par 2,04. C'est ça, 1,43 au carré. Alors, on peut se dire, bon, avec, on peut arrondir par défaut, donc pour dire que ça sera 2,04. Donc on peut maintenir 2. Mais seulement en réalité, la vraie valeur, c'est 2,04. C'est ça la vraie valeur qui va vous donner la longueur de flambement dans ces cas ici. Alors, si cette valeur ici me donne 2, si j'adopte 2 à ce niveau ici, et là, j'aurai pi carré EI sur LF sur 2. Le 2, s'il faut l'élever au carré pour rejoindre le carré ici, ça sera racine carrée de 2 au carré. Et je trouverai 2. Voilà, c'est 2,04. Donc c'est à peu près 2. Alors, à partir d'ici, je peux me dire FC égale à pi carré EI sur L, sur racine de 2 au carré. Alors, du fait que notre charge critique qui est égale à pi carré EI sur LF carré, ceci traduit tout simplement que LF égale à L sur racine de 2. Donc ceci, je peux l'écrire 1 sur racine de 2 multiplié par L. Ce qui fait que le coefficient de flambement, c'est 1 sur racine de 2. Donc LF égale à 1 sur racine de 2, je peux l'écrire aussi d'une autre manière, c'est 2 sur racine de 2 multiplié par L. Je peux l'écrire aussi comme ça. Je peux l'écrire aussi comme ça. Et
KF, parce qu'on sait que LF égale à KF multiplié par L. Donc KF est égal à 2 sur racine de 2. Donc non, ça c'est pas. Donc ça sera en fait, regardez, la conjugaison de 1 sur racine de 2. 1 sur racine de 2, je fais racine de 2 sur racine de 2 et j'aurai racine de 2 sur 2. Donc racine de 2 sur 2 qui me donne 0,707, des trucs comme ça. Donc à ce niveau ici, je peux encercler la valeur de KF. KF égale racine de 2 sur 2. Voilà. Là, nous avons déterminé notre force critique. Alors, notez bien. On peut généraliser maintenant les cas. On nous dit la charge critique de l'air sera exprimée par la formule suivante. FC LR, force critique de l'air, qui pourrait être écrite aussi comme ça. L'effort normal, bien sûr, critique de l'air égale à pi carré et I sur LF carré. Donc, vous pouvez trouver cette c'est symbolique, bien sûr, ou de l'autre côté. Donc, force critique de l'air ou l'effort normal critique de l'air, qui sera égal à pi carré et I sur LF carré. Donc, le LF en question, LF, c'est le KF multiplié par L. Le KF, on peut mettre maintenant, on peut faire juste un petit tableau pour dire que là, nous avons le module de fixation. J'écris ceci, module de fixation. Là, nous avons KF. Ici, nous avons LF. Connaissant que la longueur, c'est L. Nous avons commencé par la pièce articulée de deux côtés. Alors, pour une pièce articulée aux deux extrémités, nous avons trouvé que le KF était égal à 1. C'est que la longueur, ajoutons, je vais ajouter une autre colonne. Non, je garde ça, mais seulement je fais LF égale à KF multiplié par L. Voilà, comme ici, KF c'est 1 multiplié par, donc ici j'aurai LF égale à L. Le deuxième cas, nous avons fait les deux encastrements. Et nous avons trouvé notre valeur de KF qui était égale à 1,5. Et LF ici égale à L sur 2. Notre troisième cas, nous avons calculé ceci, articulé au-dessus, et nous avons déterminé le KF qui est racine carrée de 2 sur 2 et LF ici égale racine de 2 sur 2 multiplié par L. Le quatrième cas que vous pourriez aussi vous exercer, c'est les cas où la pièce est encastrée d'un côté, libre à l'autre. Et de l'autre côté, nous allons trouver KF égale à 2. Et là, LF sera égal à 2 fois L. Voilà, là nous avons notre tableau qui peut nous aider dans certains cas. Et aussi, ce sont des formules que nous utilisons plus dans nos... Non, ce sont des valeurs que nous utilisons plus dans nos cours de génie civil, surtout lorsque nous traitons les cas de flambement de pièces longues. Voilà. Alors, nous avons terminé avec cette charge critique de l'air, mais seulement nous allons voir aussi le deuxième point, le point 2.2, c'est la contrainte critique de l'air. Donc, comment calculer la contrainte critique de l'air?
connaissant la charge critique de l'air. Alors, nous venons ici. C'est notre deuxième. Donc, le point 2.2, contrainte critique de l'air. Voilà. Comment calculer la contrainte critique de l'air?